Le coupe de feu a brisé le silence du soir à Dodge City, au Kansas, durant l'été 1878. Il était destiné à l'homme qui la possédait. Mais c'est la main d'un étranger qui l'a tiré des tirs croisés. Il l'a entraîné dans la ruelle entre le saloon et le magasin général. Evangeline Marsh avait cessé de sursauter face à la violence des années auparavant. Mais la façon dont les doigts de ce cow-boy s'enroulaient protecteurs autour de son poignet fit battre son cœur plus fort que le danger lui-même. Ses yeux avaient la couleur d'un ciel d'hiver, d'un bleu pâle et saisissant sur sa peau hâlée par le soleil. Et quand il la relâcha et inclina son chapeau, elle vit quelque chose qu'on ne lui avait pas montré depuis 5 longues années. Du respect. Tout va bien, mademoiselle? Sa voix était rauque à cause de la poussière des pistes, mais son intention était douce. Évangeline pressa son dos contre le bois usé du bâtiment. Sa robe de soie verte, aussi voyante et décolletée soit-elle, lui parut soudain comme un costume. Un costume qui annonçait exactement ce qu'elle était devenue. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lissait le tissu, une habitude nerveuse qu'elle ne parvenait pas à perdre. Je suis saine et sauve. Merci pour votre aide. Le cow-boy étudia son visage un instant de plus que ce que la politesse exigeait. Evangeline sentit une chaleur monter à ses joues qui n'avait rien à voir avec l'été du Kansas. Il était grand, avec les larges épaules des hommes qui travaillent dur pour gagner leur vie. Il y avait de la poussière sur ses bottes et ses chaps, témoignant de longs kilomètres parcourus. C'était donc un cow-boy travailleur, pas un de ces joueurs ou vagabonds qui peuplaient habituellement les saloons où elle était forcée de divertir les clients. Je m'appelle Cole Brennan, dit-il, et il y avait une question dans son ton, même s'il n'avait pas demandé son nom en retour. Évangeline. Elle n'offrit pas son nom de famille. C'était comme un mensonge de toute façon, un vestige d'une vie qui lui avait été volée. Volée lorsque les dettes de son père étaient arrivées à échéance et que les créanciers avaient tout pris, y compris sa liberté. C'était à Saint-Louis, il y a une éternité, quand elle avait 19 ans. Elle était alors assez naïve pour croire que la loi la protégerait. Elle avait appris le contraire quand elle fut vendue pour payer ses dettes. Passer de la propriété d'un homme à celle d'un autre, comme un bien avec une étiquette de prix. Les yeux de Cole Brennan se tournèrent vers la porte du saloon où l'agitation continuait. Vous travaillez pour Jack Harper? La question était soigneusement neutre, mais Evangeline entendit le dégoût sous-jacent. Jack Harper possédait le saloon Silver Spur et tout le monde à l'intérieur, y compris elle. Il avait acheté son contrat 6 mois plus tôt à un homme d'Abilene. Avant cela, elle avait appartenu à quelqu'un à Wichita. Et avant cela, au propriétaire d'une maison de jeu à Kansas City. 5 ans à être échangés, vendus, passés de main en main comme une monnaie entre des hommes qui ne la voyaient que comme un investissement rentable. Je n'ai pas vraiment le choix en la matière, dit doucement Evangeline. Et elle détestait le ton défaitiste de sa propre voix. Quelque chose changea dans l'expression de Cole, un durcissement de sa mâchoire qui suggérait de la colère, mais pas contre elle. Ce n'est pas juste. Juste ou pas, cela ne semble pas avoir beaucoup d'importance dans ma situation, Monsieur Brennan. Evangeline se redressa, essayant de retrouver un peu de dignité. Je devrais rentrer avant qu'on ne remarque mon absence. Attendez. Cole s'approcha et Evangeline sentit l'odeur du cuir, du cheval et des grandes plaines. Si différente de l'odeur de renfermé du whisky et de la fumée de cigare qui imprégnait son quotidien. Si vous aviez besoin d'aide, s'il y avait une issue, la prendriez-vous? Le souffle d'Évangeline se coupa dans sa gorge. Elle avait appris à ne plus espérer, à ne plus rêver de s'échapper, car ses rêves ne faisaient que rendre la réalité plus écrasante. Mais quelque chose dans le visage de Cole Brennan lui donnait envie de croire à nouveau, même si toute sa sagesse durement acquise lui disait que croire était dangereux. Il n'y a pas d'issue, murmura-t-elle. Jack Harper possède mon contrat. Il est légal et contraignant. Je lui dois encore 2 ans de service pour rembourser ce qu'il a payé pour moi. Et même si je pouvais m'enfuir, il me retrouverait. Les hommes comme lui le font toujours. La main de Cole se déplaça vers sa ceinture, non pas vers le pistolet à sa hanche, mais vers sa méritanienne, mais vers une pochette en cuir usé à côté. Combien prétend-il que vous devez? 1 500 $. La somme était astronomique, plus d'argent qu'Evangeline n'aurait pu gagner en une décennie de travail honnête. Même si un tel travail avait été accessible à une femme avec sa réputation. Mais ça n'a pas d'importance. Il ajoute des intérêts et des frais chaque mois. La dette ne fait que grossir.
C'est de l'esclavage déguisé en paperasse légale, dit Cole d'un ton sec. Et c'est mal. Avant qu'Evangeline ne puisse répondre, la porte du saloon s'ouvrit brusquement. Jack Harper lui-même apparut, le visage rouge de boisson et de colère. C'était un homme trapu avec des yeux méchants et des mains qui avaient laissé des bleus sur Evangeline plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Quand il la vit dans la ruelle avec Cole, son expression devint foudroyante. « Rentre, ma fille, gronda-t-il. Tu n'es pas payé pour bavarder avec des cow-boys fauchés dans les ruelles. » Evangeline bougea automatiquement, des années de conditionnement la faisant obéir sans réfléchir. Mais la main de Cole jaillit et attrapa de nouveau son poignet, la retenant sur place avec une douceur surprenante. « La dame et moi avions une conversation, » dit Cole, et sa voix était devenue froide comme l'eau d'un ruisseau en janvier. Le rire de Harper était laid. « Une dame, c'est la meilleure. Ce n'est pas une dame, cowboy. C'est une propriété et elle est à moi. Maintenant, lâche-la avant que je ne fasse jeter en prison par le shérif pour vol. » « On ne peut pas voler une personne, dit Cole, parce que les gens ne sont pas des propriétés. La loi dit le contraire. » La main de Harper se dirigea vers le pistolet à sa ceinture. « Et j'ai les papiers pour prouver qu'elle m'appartient. » Evangeline sentit son cœur se serrer. Cela allait mal finir, et probablement avec Cole Brennan mort dans la poussière. Et tout ça parce qu'il avait fait l'erreur de lui montrer de la gentillesse. Elle libéra son poignet de son emprise et se dirigea vers Harper, essayant de désamorcer la situation avant qu'elle ne devienne mortelle. « J'arrive, Monsieur Harper. Il n'y a pas besoin de créer des problèmes. » Mais Cole se plaça entre elle et Harper, son corps un mur de protection. « Donnez votre prix. » Les yeux de Harper se plissèrent, calculateur. « Quoi? Son contrat. Combien pour vous le racheter, tout de suite? » La tête d'Evangeline tournait. Cet étranger offrait-il vraiment d'acheter sa liberté? Ou bien offrait-il simplement de devenir son nouveau propriétaire? La distinction importait, même si le résultat semblait le même. Harper rit de nouveau, mais il y avait maintenant une lueur avide dans ses yeux. « Tu n'as pas l'air d'avoir ce genre d'argent. Vagabond. »« J'ai un ranch, dit Cole. 300 têtes de bétail, de bonnes terres de pâturage le long de la rivière Cimarron et une maison payée en totalité. Je viens de vendre mon troupeau à Dodge et j'ai l'argent pour le prouver. Alors, donnez votre prix et nous irons chez l'avocat tout de suite pour rédiger les papiers. »« 2000 $, dit Harper immédiatement, gonflant le prix de 500. Et c'est une bonne affaire, vu ce qu'elle rapporte par une bonne nuit. Evangeline voulait protester, dire à Cole de ne pas gaspiller son argent, qu'elle ne valait pas la peine qu'il se ruine pour elle. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car une partie d'elle, celle qui se souvenait encore de ce que c'était d'être libre, voulait qu'il dise oui. Elle le voulait si désespérément que ça en était douloureux. Cole n'hésita pas. Marché conclu. « Nous allons chez l'avocat maintenant pour officialiser ça. » La transaction prit moins d'1 heure. L'avocat, un homme mince nommé Bartholomew Price, rédigea les papiers transférant le contrat d'Evangeline de Jack Harper à Cole Brennan. Cole compta l'argent de ses gains, des billets qui représentaient des mois de dur labeur et d'économie prudente. Il les tendit sans le moindre regret. Une fois les papiers signés et attestés, Harper partit avec un sourire satisfait. L'avocat partit peu après, laissant Evangeline seule avec Cole dans le petit bureau. Le silence s'étira entre eux, lourd de questions non dites. Evangeline fixa les papiers sur le bureau, son nom écrit à l'encre noire à côté d'un prix, et sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les années à être échangées, vendues, passées de main en main, comme une monnaie d'un propriétaire à l'autre. Toute la dégradation et l'impuissance s'abattirent sur elle d'un coup. « J'ai été passée de main en main comme une monnaie, » sanglota-t-elle, les mots arrachés du plus profond d'elle-même, et qu'elle ne put arrêter les larmes qui suivirent. 5 ans sans pleurer, à se contenir par pure force de volonté, et maintenant elle s'effondrait devant cet étranger qui venait de dépenser sa fortune pour elle. Cole se plaça immédiatement à ses côtés, mais il ne la toucha pas, n'essaya pas de la réconforter de force. Au lieu de cela, il s'agenouilla pour qu'il soit à la hauteur des yeux, et quand il parla, sa voix était ferme et claire. « Votre valeur est inestimable, Evangeline. Ce que ces hommes ont fait, vous traiter comme une propriété, mettre un prix sur vous comme si vous étiez un cheval ou un lopin de terre, cela ne définit pas votre valeur. Vous êtes une personne avec de la dignité, des droits et un avenir qui n'appartient qu'à vous. »
Evangeline leva les yeux vers lui à travers ses larmes, cherchant dans son visage une tromperie, le piège qu'elle savait devoir exister. Qu'attendez-vous de moi? Pourquoi avez-vous fait ça? Je veux que vous soyez libre, dit simplement Cole. Ma mère a été vendue pour payer les dettes de son père quand elle avait votre âge. Elle est morte avant d'avoir pu se libérer de ce contrat. J'ai alors juré que si j'en avais un jour les moyens, je ne laisserais pas une autre femme subir ce sort. C'est donc de la charité. Evangeline ne savait pas pourquoi cela la piquait, mais c'était le cas. Non. Cole plongea la main dans sa poche et sortit les papiers du contrat. Puis, délibérément, il les déchira en deux. Ceci est la justice. Vous n'appartenez à personne, Evangeline. Ni à Harper, ni à moi. Vous êtes libre. Evangeline fixa les papiers déchirés, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Je ne comprends pas. Vous avez dépensé 2000 $, de l'argent que j'ai gagné et que j'ai choisi de dépenser comme je l'entendais, répondit Cole. Et je ne vois pas de meilleure utilisation pour cet argent que de rendre sa liberté à une autre personne. Mais qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? La question sortit, plaintive, effrayée. Evangeline n'avait pas été libre de faire ses propres choix depuis si longtemps que la perspective était terrifiante. Je n'ai pas d'argent, pas de famille, nulle part où aller. Cole se leva et lui tendit la main. J'ai un ranch qui a besoin de beaucoup de travail. La maison a besoin d'une touche féminine et j'aurais besoin d'aide pour la cuisine et le jardin si vous le vouliez. Je vous paierai un salaire équitable et vous auriez votre propre chambre et votre intimité respectée, mais seulement si vous le voulez. Si vous préférez, je vous emmènerai ailleurs, chez de la famille ou des amis, je le ferai. Evangeline regarda sa main tendue, cailleuse, forte et stable. Elle pensa à ses options, qui étaient au mieux limitées. Elle pouvait essayer de se débrouiller seule à Dodge City, mais tout le monde savait ce qu'elle avait été, et cette réputation la suivrait. Elle pouvait essayer de retourner à Saint-Louis, mais il ne lui restait rien là-bas, sauf de mauvais souvenirs. Ou elle pouvait tenter sa chance avec ce cow-boy aux yeux bienveillants qui venait de lui donner quelque chose que personne d'autre ne lui avait donné en 5 ans, un choix. Elle posa sa main dans la sienne. « J'irai à votre ranch, Monsieur Brennan, et je gagnerai ma vie honnêtement. »« Cole, la corrigea-t-il doucement, et je n'ai aucun doute que vous le ferez. » Ils quittèrent Dodge City le lendemain matin, partant avant l'aube sur 2 chevaux que Cole avait achetés avec ce qui lui restait d'argent. Evangeline montait dans l'Amazon dans une jupe fendue et un chemisier simple que Cole lui avait acheté au magasin général. La sensation de porter à nouveau des vêtements pratiques après des années en soie et en satin était presque aussi libératrice que les papiers du contrat déchirés. Le ciel était peint de rose et d'or au lever du soleil, et la prairie s'étendait devant eux, infinie et magnifique. Le ranch de Cole se trouvait à 2 jours de route au sud et à l'ouest. Ils suivirent la rivière Arkansas jusqu'en territoire indien avant de couper vers l'endroit où la rivière Cimarron serpentait à travers les pâturages. Ils chevauchèrent la plupart du temps dans un silence confortable, s'arrêtant pour abreuver les chevaux et se reposer à l'ombre pendant la partie la plus chaude de l'après-midi. Cole était respectueux et prudent, accordant toujours à Evangeline de l'intimité quand elle en avait besoin et ne la pressant jamais de questions sur son passé. La 2e nuit, ils campèrent sous un ciel si rempli d'étoiles qu'Evangeline se sentit étourdie en les regardant. Cole fit un feu et cuisina des haricots et du bacon dans une poêle. Ils mangèrent assis sur leur sac de couchage, la lumière du feu dansant entre eux. La nuit était chaude et l'air sentait la sauge et l'herbe. Pour la première fois depuis des années, Evangeline ressentit quelque chose qui ressemblait à de la paix. « Puis-je vous demander quelque chose? » Elle rompit le silence avec hésitation. Cole leva les yeux de son assiette. « Bien sûr. Pourquoi étiez-vous à Dodge? Vous avez dit que vous aviez vendu votre bétail, mais la plupart des éleveurs font la fête après une vente réussie. Vous étiez seul. » Une ombre passa sur le visage de Cole. « J'étais censé me marier ce printemps. J'avais une fiancée chez moi, Sarah Mee Jenkins, et nous nous fréquentions depuis près de 2 ans. Mais quand j'ai demandé à son père la permission de l'épouser, il a dit non. Il a dit que je n'avais pas assez de succès, que je n'avais pas assez d'argent de côté. Il m'a dit de revenir quand j'aurais prouvé que je pouvais subvenir à ses besoins correctement. « Ça a dû faire mal, » dit doucement Evangeline. Cole haussa les épaules, mais elle pouvait voir la douleur sous le geste.
Je pensais que la vente du bétail me donnerait l'argent nécessaire pour faire mes preuves. Mais quand je suis revenu à Dodge et que j'ai envoyé un mot à Sarah Mee, elle m'a répondu qu'elle avait accepté la demande en mariage de Thomas Cartwright, le fils du banquier. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas attendre éternellement que je fasse fortune. Je suis désolé. Pas moi, dit Cole, et il semblait le penser. Si elle ne pouvait pas voir ma valeur au-delà de l'argent que j'avais, alors elle n'était pas la bonne femme pour moi. Et si je l'avais épousée, je n'aurais pas été à Dodge City hier. Je ne vous aurais pas rencontré. Evangeline sentit une chaleur monter à son visage et elle baissa les yeux sur son assiette. Vous ne me connaissez pas, Cole. Vous ne savez pas ce que j'ai fait, ce que j'ai été forcé de faire. Je sais que vous êtes courageuse, dit Cole. Je sais que vous avez survécu à 5 ans de quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Je sais que vous êtes toujours gentil, même après tout, car j'ai entendu la façon dont vous avez parlé au garçon d'écurie ce matin quand nous avons pris les chevaux. Vous lui avez demandé des nouvelles de sa mère qui est malade. Cela m'en dit plus sur qui vous êtes que tout ce que ces hommes vous ont forcé à faire. Des larmes piquèrent à nouveau les yeux d'Evangeline, mais c'étaient des larmes différentes cette fois, plus douces en quelque sorte. Je ne sais plus comment être normal, comment être juste une personne et non une propriété. Alors nous trouverons la solution ensemble, dit Cole, un jour à la fois. Ils atteignirent le ranch l'après-midi suivant, et la première vue qu'Evangeline en eut lui coupa le souffle. Ce n'était pas grandiose ou imposant, juste une simple maison en bois avec un porche qui faisait le tour de 2 côtés et une grange qui avait besoin d'une nouvelle couche de peinture. Mais elle était située sur une douce colline surplombant la rivière Cimarron, avec des peupliers offrant de l'ombre et de l'herbe verte s'étendant dans toutes les directions. Il y avait un potager envahi par les mauvaises herbes, un poulailler vide et un corral où plusieurs chevaux observaient leur approche avec des yeux curieux. Ce n'est pas grand-chose, dit Cole, et il y avait de l'incertitude dans sa voix, comme s'il craignait qu'elle ne soit déçue. C'est magnifique, dit honnêtement Evangeline. On dirait un foyer. L'intérieur de la maison était poussiéreux mais solide, avec une grande pièce principale servant de cuisine et de salon, 2 chambres et un grenier au-dessus. Les meubles étaient simples et faits à la main. Il y avait des toiles d'araignée dans les coins et une couche de poussière surtout, témoignant d'une maison qui n'avait pas eu de soins féminins depuis un certain temps. Les affaires de ma mère sont toujours dans la plus petite chambre, dit Cole en désignant l'une des portes. J'utilise la plus grande chambre, mais vous devriez la voir. Elle a plus de lumière et une meilleure vue sur la rivière. Je ne peux pas prendre votre chambre, protesta Evangeline. J'insiste, une dame mérite la meilleure chambre de la maison. Le ton de Cole n'admettait aucune discussion. Je déplacerai mes affaires dans l'autre chambre ce soir. Au cours des semaines suivantes, Evangeline se consacra à faire de la maison un foyer. Elle frotta, nettoya et organisa, secouant la poussière des rideaux et polissant les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent. Elle planta un potager avec des graines que Cole avait achetées dans la ville la plus proche, une petite colonie appelée Cimarron Springs, à une demi-journée de route au nord. Elle apprit à cuisiner sur le poêle à bois, s'améliorant à chaque tentative. Elle raccommoda les chemises et les chaussettes usées de Cole pendant qu'il travaillait avec le bétail et les chevaux. C'était un travail difficile, plus dur que tout ce qu'elle avait fait dans les saloons, mais c'était un travail honnête, et cela faisait toute la différence. Ses mains, douces après des années de vie à l'intérieur, développèrent des callosités. Sa peau pâle par manque de soleil prit d'un éclat sain, et lentement, jour après jour, elle recommença à se sentir comme une personne au lieu d'une possession. Cole était patient et gentil, toujours respectueux de son espace et de ses limites. Il n'entrait jamais dans sa chambre sans frapper, ne la touchait jamais sans permission, ne faisait jamais d'exigences ou de suppositions. Ils tombèrent dans une routine facile, travaillant ensemble pendant la journée et s'asseyant sur le porche le soir. Ils parlaient de tout et de rien, alors que le soleil se couchait sur la prairie. Evangeline se surprit à attendre ces conversations du soir plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cole avait une façon d'écouter qui la faisait se sentir entendue, vraiment entendue, pour la première fois de sa vie. Il l'interrogeait sur son enfance à Saint-Louis, sur sa mère décédée quand elle était jeune, et sur son père qui l'aimait, mais aimait encore plus le jeu. Il l'interrogeait sur ses rêves, ceux qu'elle avait enfouis si profondément qu'elle avait presque oublié leur existence. « Je voulais être enseignante »,
admit-elle un soir, en regardant les étoiles apparaître une par une. J'aimais les livres et l'apprentissage, et je pensais que je pouvais faire une différence dans la vie des enfants. Mais c'était avant que tout ne s'effondre. Il n'est pas trop tard, dit Cole. Cimarron Springs n'a pas encore d'école. Ils parlent d'en construire une et ils auront besoin d'un enseignant quand ils le feront. Ils n'embaucheront jamais quelqu'un comme moi, dit amèrement Evangeline. Pas avec mon passé. Votre passé ne définit pas qui vous êtes, répondit Cole, et quiconque ne peut pas voir ça ne mérite pas de vous connaître. Alors que l'été se transformait en automne, Evangeline réalisa que ce qu'elle ressentait pour Cole avait dépassé la gratitude ou l'amitié. Elle aimait sa façon de rire, rare mais authentique, quand elle racontait des histoires sur les poulets qu'elle avait achetés et nommés d'après des personnages historiques célèbres. Elle aimait la façon dont il lui apportait toujours des fleurs sauvages quand il revenait de vérifier le troupeau, prétendant qu'il les avait juste vues et pensait qu'elles pourraient lui plaire. Elle aimait la manière soignée avec laquelle il lui avait construit une étagère dans sa chambre. Il passait ses soirées après le travail à raboter le bois pour le rendre lisse et à assembler les pièces parfaitement, car il savait à quel point les livres lui manquaient. Elle l'aimait. Et cette prise de conscience était aussi terrifiante que merveilleuse, car Evangeline ne savait pas comment aimer quelqu'un sans la transaction d'un paiement, sans la compréhension que l'affection était quelque chose qui s'achetait et se vendait. Elle ne savait pas si ce qu'elle ressentait était réel ou juste une autre forme de dépendance, échangeant d'une sorte de servitude contre une autre. Et plus que tout, elle ne savait pas si Cole pourrait jamais la voir autrement que comme une femme qu'il avait sauvée, un cas de charité qui l'aidait par pure bonté de cœur. La question trouva sa réponse par une fraîche soirée d'octobre, lorsque les peupliers étaient devenus dorés et que l'air sentait l'hiver approcher. Ils étaient assis sur le porche comme d'habitude, et Evangeline raccommodait une des chemises de Cole à la lumière de la lampe. Elle était devenue experte en travaux d'aiguille, trouvant cela apaisant d'une manière différente du divertissement forcé des saloons. Cole taillait un morceau de bois, lui donnant une forme qui aurait pu être un oiseau ou une œuvre d'art abstraite. C'était difficile à dire. Evangeline, dit-il soudain, brisant le silence confortable. J'ai besoin de te dire quelque chose et je veux que tu saches que rien ne doit changer entre nous si tu ne le veux pas. Tu es toujours libre, toujours ta propre personne, peu importe ce que je dis. Les mains d'Evangeline s'immobilisèrent sur le tissu, son cœur commençant à battre la chamade. Qu'est-ce que c'est? Cole posa sa sculpture et se tourna complètement vers elle. Je t'aime depuis le jour où je t'ai rencontré dans cette ruelle à Dodge City, quand tu as redressé la tête et gardé la tête haute, même si tu avais peur. Je t'ai aimé chaque jour depuis, en te regardant t'épanouir comme une fleur qui reçoit enfin assez de soleil et d'eau. Tu es la femme la plus forte, la plus gentille et la plus belle que j'ai jamais connue. Et je serais honoré au-delà de toute mesure si tu envisageais de me laisser te faire la cour comme il se doit. Le souffle d'Evangeline se coupa dans sa gorge. Tu m'aimes, même en sachant ce que j'étais, ce que j'ai fait. Tu n'as jamais été ce qu'ils ont essayé de faire de toi, dit Cole avec ferveur. Tu as survécu, tu as enduré. Mais ce n'était pas qui tu étais, et ce n'est certainement pas qui tu es maintenant. Je t'aime, Evangeline Marsh. J'aime ton esprit vif et ton cœur tendre, et la façon dont tu chantes quand tu penses que personne n'écoute. J'aime que tu aies nommé les poulets Jules César, Cléopâtre et Alexandre le Grand. J'aime la façon dont tu regardes la prairie comme si c'était le plus beau tableau jamais créé. J'aime tout de toi, et je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu es digne d'amour. Un amour véritable, celui qui ne vient pas avec des conditions ou des prix. Des larmes coulaient sur le visage d'Evangeline, mais elle souriait à travers elle. Je t'aime aussi, Cole Brennan. J'ai eu si peur de l'admettre, peur de ne pas savoir comment aimer quelqu'un correctement, d'être trop brisé pour mériter d'être aimé. Mais tu me donnes envie d'essayer. Tu me fais croire que je peux redevenir entière. Cole franchit la distance entre eux en deux enjambées et tomba à genoux devant sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. Tu n'as jamais été brisée, Evangeline. Tu as été pliée, peut-être, par le poids de ce que tu portais. Mais tu es forte, tu es là, et tu es parfaite exactement comme tu es. Quand il l'embrassa, ce ne fut en rien comparable au baiser qu'elle avait été forcée d'endurer dans sa vie passée. Celui-ci était doux et respectueux, une question et une réponse tout à la fois. Evangeline sentit quelque chose en elle bouger et se mettre en place,
une partie d'elle-même dont elle n'avait pas réalisé l'absence. Elle enroula ses bras autour du cou de Cole et l'embrassa en retour avec tout l'amour, l'espoir et la joie qui montaient en elle comme une inondation. Ils se firent la cour comme il se doit après cela, même s'ils vivaient sous le même toit. Cole demandait la permission avant de lui tenir la main, la courtisait avec de petits cadeaux et des gestes attentionnés. Il lui apporta des livres de Cimarron Springs, tout ce que le magasin général avait en stock ou pouvait commander de l'Est. Il lui apprit à mieux monter à cheval, passant des heures patientes à l'aider à maîtriser sa monture avec confiance. Il lui raconta des histoires sur son enfance au ranch, sur sa mère qui avait été si forte, et sur son père qui l'avait aimé avec une dévotion qui n'avait jamais faibli. En décembre, lorsque la première neige poudra la prairie, Cole demanda Evangeline en mariage. Il le fit sans bague, car il avait dépensé tout son argent pour acheter sa liberté. Mais il lui promit de l'aimer, de l'honorer et de la chérir chaque jour pour le reste de leur vie. Evangeline dit oui sans hésitation, et ils se marièrent à Cimarron Springs par le prédicateur itinérant la veille de Noël. La ville avait été sceptique à son égard au début, les rumeurs de son passé ayant atteint même cette petite colonie. Mais Cole se tenait à ses côtés avec une telle fierté et une telle dévotion que lentement, progressivement, les gens commencèrent à la voir pour qui elle était plutôt que pour ce qu'elle avait été. Le fait qu'elle soit gentille et travailleuse, qu'elle se porte volontaire pour aider les malades et les personnes âgées, qu'elle ne se donne jamais de grands airs ou ne prétende être autre chose qu'une femme construisant une nouvelle vie, aida beaucoup. Lorsque le conseil municipal vota finalement la construction d'une école au printemps de 1879, ils demandèrent à Evangeline si elle accepterait d'en être l'enseignante. Elle accepta avec des larmes de joie, et Cole lui construisit un magnifique bureau en chêne comme cadeau de mariage, lui disant qu'il n'avait jamais été aussi fier de quelqu'un de toute sa vie. Leur première année de mariage ne fut pas facile. Il y eut des jours difficiles où le poids du passé d'Evangeline pesait sur elle, où des souvenirs qu'elle ne pouvait contrôler refaisaient surface et la laissaient tremblante. Cole était toujours là pendant ces moments, la tenant quand elle avait besoin d'être tenue, et lui donnant de l'espace quand elle avait besoin d'être seule. Il ne la jugea jamais, ne la fit jamais se sentir honteuse, et lentement, les mauvais jours devinrent de moins en moins fréquents. Il y eut aussi des jours difficiles où le ranch luttait, quand la sécheresse menaçait l'herbe, ou quand le bétail tombait malade, ou quand l'argent était rare. Mais ils affrontèrent ces défis ensemble, travaillant côte à côte pour construire la vie qu'ils voulaient tous les deux. Evangeline se révéla avoir une bonne tête pour les chiffres, gérant les comptes du ranch et trouvant des moyens d'économiser de l'argent sans sacrifier la qualité. Cole se révéla être un excellent professeur, patient et minutieux, que ce soit pour enseigner à Evangeline l'élevage de bétail ou pour aider les enfants des éleveurs voisins avec leur lecture lorsqu'ils passaient à l'école. À l'automne de 1880, Evangeline réalisa qu'elle était enceinte. La nouvelle la remplit d'une joie et d'une terreur égales. Joie à l'idée de mettre au monde un enfant avec un homme qu'elle aimait, et terreur à l'idée de quel genre de mère elle pourrait être après tout ce qu'elle avait vécu. Cole la rassurait constamment, lui disant qu'elle serait une mère incroyable, parce qu'elle fait ce que c'était de souffrir, et qu'elle ferait tout en son pouvoir pour que leurs enfants ne se sentent jamais mal aimés ou en danger. Leur fils naquit en mai de 1881, un bébé en bonne santé avec les yeux bleus de Cole et les cheveux sombres d'Evangeline. Ils le nommèrent James, d'après le père de Cole, et Evangeline tomba amoureuse à nouveau. Cette fois, de la petite personne qui dépendait entièrement d'elle. Elle fut une mère dévouée, féroce et protectrice, déterminée à donner à James tout ce qu'elle n'avait jamais eu. La sécurité, l'amour et la liberté de choisir son propre chemin. L'école prospéra sous la direction d'Evangeline. Elle enseignait à des enfants de tous âges, de 6 à 16 ans, et elle mettait tout son cœur à s'assurer que chacun se sente valorisé et écouté. Certains élèves venaient de foyers difficiles, et Evangeline reconnaissait dans leurs yeux le même regard perdu qu'elle avait eu autrefois. Elle s'assurait que ces enfants sachent qu'ils avaient un endroit sûr à l'école, qu'ils étaient plus que leurs circonstances. Cole agrandit le ranch au fil des ans, achetant plus de terre et augmentant le troupeau. Il engagea des hommes pour l'aider dans le travail, de bons hommes qui respectaient Evangeline, et la traitaient comme la maîtresse de maison plutôt que comme la femme du saloon. Les ranchs devinrent connus pour la qualité de son bétail et pour la gentillesse de ses propriétaires.
Les gens venaient de loin pour demander les conseils de Cole sur l'élevage et l'aide d'Evangeline pour l'éducation. Et en 1883, ils eurent une fille qu'ils nommèrent Rosalie, d'après les fleurs sauvages qui poussaient partout dans la prairie chaque printemps. Elle avait les yeux verts d'Evangeline et un esprit qui lui était propre, intrépide et joyeux. James était un grand frère dévoué, protecteur mais pas autoritaire, et regarder ses enfants jouer ensemble dans la cour remplissait Evangeline d'un contentement si profond qu'il lui en venait parfois les larmes aux yeux. La vie était belle, pas parfaite, car aucune vie ne l'est jamais, mais belle dans toutes les manières qui comptaient. Evangeline avait des moments où elle pensait aux années qu'elle avait perdues, à l'innocence qui lui avait été volée, et elle se sentait en colère contre l'injustice de tout cela. Les lois qui avaient permis aux hommes de la vendre comme une propriété. La société qui avait détourné le regard pendant que les femmes étaient échangées et utilisées. Le système qui valorisait le profit au détriment de la dignité humaine. Tout cela était même. Et elle le savait. Mais elle savait aussi qu'elle avait survécu. Qu'elle avait trouvé son chemin vers ce ranch, vers cet homme, vers cette vie qu'elle construisait un jour à la fois. Et peut-être qu'en enseignant à ses élèves et en leur montrant que toutes les personnes avaient de la valeur, quelles que soient leurs circonstances, elle aidait à créer un monde où ce qui lui était arrivé ne pourrait arriver à personne d'autre. Cole n'oublia jamais ce qu'il en avait coûté pour faire entrer Evangeline dans sa vie. Et il ne le regretta jamais. Quand les gens lui posaient des questions sur l'année où il avait dépensé tout son argent pour une femme d'un saloon, il disait toujours la même chose. J'ai acheté sa liberté, pas elle. Et ce fut le meilleur investissement que j'ai jamais fait, car il m'a donné une vie qui valait la peine d'être vécue. Pour leur 10e anniversaire de mariage en décembre de 1889, Cole surprit Evangeline avec une bague. Ce n'était pas un diamant fantaisiste, car il vivait encore modestement et économisait ce qu'il pouvait. Mais c'était une belle bague en argent avec 3 petites pierres. Un saphir pour James, une émeraude pour Rose et un rubis pour Evangeline elle-même. Ce n'est pas grand-chose, dit Cole en la glissant à son doigt. Mais je voulais que tu aies quelque chose qui montre au monde que tu es à moi et que je suis à toi. Evangeline regarda la bague, puis son mari, et sentit son cœur déborder d'amour. C'est parfait. Tout dans notre vie ensemble est parfait, même les moments difficiles, demanda Cole avec un sourire. Surtout les moments difficiles, répondit Evangeline, parce qu'ils nous ont appris que nous sommes plus forts ensemble que nous ne pourrions jamais l'être séparément. Ils se tenaient sur le porche de leur maison, regardant la terre qu'ils avaient bâtie ensemble. Et Evangeline pensa à la jeune fille qu'elle avait été dans cette ruelle de Dodge City 11 ans plus tôt. Cette fille avait été effrayée et sans espoir, convaincue que sa vie ne serait jamais rien de plus que servitude et douleur. Elle avait cru qu'elle n'était rien de plus qu'une monnaie à échanger, une marchandise sans valeur au-delà de ce que quelqu'un était prêt à payer. Mais Cole avait vu quelque chose de différent. Il avait vu une personne digne de dignité et de respect, une femme avec de la force, du courage et tant de potentiel. Il lui avait donné la liberté et ce faisant, il lui avait donné la chance de découvrir qui elle était vraiment sous tout le traumatisme et la peur. Et qui elle était vraiment, il s'est avéré, était quelqu'un capable de construire une vie magnifique. Quelqu'un qui pouvait aimer et être aimé en retour. Quelqu'un dont la valeur était vraiment inestimable. Non pas à cause d'une étiquette de prix ou d'une transaction, mais parce qu'elle était elle-même unique et irremplaçable. James sortit de la maison en courant, poursuivant une rose rieuse, et Cole les attrapa tous les deux, un dans chaque bras, alors qu'ils poussaient des cris de joie. Evangeline regarda sa famille, le cœur si plein qu'il semblait sur le point d'éclater, et elle adressa une prière silencieuse de gratitude pour le coup de feu qui avait fait entrer Cole Brennan dans sa vie. Parce que parfois, pensa-t-elle, la rédemption vient des endroits les plus inattendus. Parfois, l'amour vous trouve quand vous avez cessé d'y croire. Et parfois, la vie que vous construisez après avoir survécu à l'impensable est encore plus belle parce que vous savez exactement à quel point elle est précieuse. Les années continuèrent de passer dans un tourbillon de saisons et de célébrations. James grandit, devenant grand et fort, héritant de l'éthique de travail de son père et de l'amour de sa mère pour l'apprentissage. Il a aidé au ranch après l'école, apprenant tout ce que Cole pouvait lui enseigner sur la gestion du bétail et l'entretien des terres. Rose était vive et curieuse, posant toujours des questions et voulant comprendre
comment tout fonctionnait. Elle passait des heures aux côtés de sa mère, à la maison comme à l'école, et Evangeline savait que sa fille deviendrait elle-même enseignante un jour. En 1892, la ville de Cimarron Springs était devenue assez grande pour justifier une église permanente et un véritable hôtel de ville. Cole fut élu au conseil municipal, un poste qu'il prit au sérieux car il croyait en la construction d'une communauté où chacun était traité équitablement, indépendamment de son passé ou de ses circonstances. Evangeline siégea au conseil scolaire, plaidant pour de meilleures ressources et des politiques plus inclusives. Ensemble, ils devinrent des piliers de la communauté, respectés non pas parce qu'ils prétendaient être parfaits, mais parce qu'ils étaient honnêtes sur leur lutte et généreux de leur aide. Quand des familles traversaient des moments difficiles, c'était souvent Cole et Evangeline qui se présentaient avec de la nourriture, de l'argent ou simplement une oreille attentive. Quand la ville avait besoin de construire ou d'organiser quelque chose, ils étaient parmi les premiers à se porter volontaires. Un après-midi de la fin de l'été de 1894, une jeune femme arriva à Cimarron Springs par la diligence de l'après-midi. Elle était mince et usée, avec des yeux hantés et des vêtements qui suggéraient qu'elle fuyait quelque chose. Evangeline la vit debout, seule devant le magasin général, l'air perdu et effrayé. Elle reconnut ce regard car elle l'avait porté elle-même 16 ans plus tôt. Elle s'approcha doucement de la femme, comme on approcherait un animal effrayé. « Bonjour, je m'appelle Evangeline Brennan. Êtes-vous nouvelle en ville? » La femme sursauta au son de sa voix, puis sembla se forcer à se détendre. « Oui, madame, je viens d'arriver. Je cherche du travail, n'importe quel travail honnête. Comment vous appelez-vous? » demanda doucement Evangeline. « Lily. Lily Carson. » Evangeline étudia la jeune fille, notant la façon dont elle se tenait, la posture défensive de ses épaules, les regards rapides et fuyants comme si elle s'attendait à un danger de toutes parts. Elle connaissait ces signes car elle les avait elle-même manifestés pendant des années après avoir quitté Dodge City. « Lily, avez-vous mangé aujourd'hui? » L'estomac de la jeune fille gargouilla comme pour répondre, et elle rougit de honte. « Pas encore, madame, mais ça ira. N'importe quoi. Venez avec moi. Nous allons vous trouver quelque chose à manger, et ensuite nous pourrons parler du genre de travail que vous cherchez. » Evangeline tendit la main, un écho du geste que Cole lui avait fait tant d'années auparavant. Lily regarda la main offerte avec méfiance. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? Vous ne savez rien de moi. »« Je sais que vous avez faim, que vous êtes loin de chez vous et probablement effrayé, dit Evangeline. C'est suffisant. » Elles allèrent au petit restaurant attenant à l'hôtel, et Evangeline commanda un repas complet pour Lily, regardant la jeune fille manger avec la faim désespérée de quelqu'un qui n'avait pas eu de repas régulier depuis un certain temps. Pendant que Lily mangeait, Evangeline posa des questions douces et écouta l'histoire qui se dessinait. Lily avait travaillé dans un dancing à Oklahoma City. Pas tout à fait un saloon, mais pas entièrement respectable non plus. Elle avait essayé d'économiser de l'argent pour s'échapper quand son employeur, un homme nommé McCready, avait décidé qu'elle lui devait de l'argent pour le gîte et le couvert. Il avait rédigé des papiers prétendant qu'elle était sous contrat avec lui. Et quand Lily avait refusé de les signer, il avait menacé de la faire arrêter pour vol. Elle s'était enfuie, ne prenant que les vêtements qu'elle portait et les quelques dollars qu'elle avait réussi à économiser. C'était une histoire qu'Evangeline ne connaissait que trop bien. Seuls les détails changeaient. La même exploitation, le même abus de pouvoir, le même piège qui attrapait les femmes vulnérables et refusait de les laisser partir. « Vous êtes en sécurité ici, » dit fermement Evangeline à Lily quand la jeune fille eut fini son histoire. « McCready n'a aucun pouvoir à Cimarron Springs, et même s'il vient vous chercher, il découvrira que la loi ici ne voit pas d'un bon œil les hommes qui essaient d'asservir les femmes. Mais je n'ai pas d'argent. Aucun moyen de vous rembourser ce repas ou toute aide que vous me donnerez, » dit Lily désespérément. « Et je n'ai nulle part où aller. »« Vous pouvez venir travailler pour moi, » dit Evangeline. « J'ai besoin d'aide à l'école. Quelqu'un pour nettoyer et entretenir le bâtiment et aider à la coupe avec les plus jeunes enfants. Le salaire n'est pas élevé, mais il comprend le gîte et le couvert à notre ranch jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Et quand vous serez prête, nous vous aiderons à trouver votre propre logement et votre propre chemin. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. « Pourquoi feriez-vous cela pour une étrangère? »« Parce que quelqu'un l'a fait un jour pour moi, » dit simplement Evangeline. « Et parce qu'aucune femme ne devrait avoir à vivre dans la peur d'être traitée comme une propriété. »
Lily vint travailler à l'école et vivre au ranch, occupant la petite chambre près de la cuisine qui avait autrefois servi de débarras. Elle était silencieuse et travailleuse, reconnaissante de la chance de construire une nouvelle vie. James et Rose l'adoptèrent immédiatement, et Cole la traita avec la même gentillesse respectueuse qu'il montrait à tout le monde. Avec le temps, Lily commença à guérir, le regard hanté s'estompant de ses yeux à mesure qu'elle réalisait qu'elle était vraiment en sécurité. Elle se révéla merveilleuse avec les enfants, patiente et créative, et Évangeline commença à la former pour devenir enseignante adjointe. Lorsque la ville construisit une deuxième école 2 ans plus tard pour accueillir la population croissante, Lily fut embauchée comme enseignante et elle s'épanouit dans ce rôle. Voir Lily s'épanouir donna à Évangeline un sentiment de mission qui allait au-delà de son propre bonheur. Elle réalisa que son passé, aussi douloureux qu'il ait été Minority, lui avait donné une vision unique des luttes des femmes piégées et exploitées. Elle commença à aider discrètement d'autres femmes qui passaient par Cimarron Springs, leur offrant du travail, des ressources ou simplement une oreille sympathique. Cole la soutenait complètement, même lorsque cela impliquait un sacrifice financier, car il comprenait que cela faisait partie de qui était Évangeline et de la raison pour laquelle il l'aimait. En 1895, alors qu'Évangeline avait 41 ans et était libre depuis 19 ans, elle fut approchée par une organisation de défense des droits des femmes basée à Kansas City. Ils avaient entendu parler de son travail d'aide aux femmes exploitées et voulaient qu'elle prenne la parole lors d'une conférence sur ses expériences. L'idée terrifia Évangeline, rendant son passé public d'une manière qu'elle avait soigneusement évité toutes ces années. Mais cela offrait aussi la chance d'aider plus de femmes qu'elle ne le pourrait jamais seule. Elle en discuta avec Cole tard dans la nuit, pesant les risques et les avantages. « Si je fais ça, tout le monde saura, » dit-elle. « Pas seulement Cimarron Springs, mais partout. Les enfants que j'enseigne, leurs parents, tout le monde saura ce que j'étais. Ils sauront ce qui t'a été fait, » corrigea Cole. « Et ils sauront comment tu as survécu et construit quelque chose de beau à partir des cendres. Évangeline, tu n'es pas définie par ce que ces hommes t'ont fait. Tu es définie par ce que tu as choisi de faire après avoir été libre. Et s'ils me jugent, et s'ils décident que je ne suis pas apte à enseigner à leurs enfants, » Cole prit ses mains dans les siennes. « Alors ce sont des imbéciles qui ne te méritent pas. Mais je ne pense pas que cela arrivera. Je pense que les gens entendront ton histoire, verront ta force et en seront inspirés. Et même si certaines personnes te jugent, pense à toutes les femmes qui entendront tes paroles et réaliseront qu'elles ne sont pas seules. » Évangeline se rendit à Kansas City et prit la parole à la conférence. Son discours était simple et honnête, racontant son histoire sans fioriture ni apitoiement. Elle parla d'avoir été vendue pour payer les dettes de son père, d'avoir été passée de main en main comme une monnaie d'un propriétaire à l'autre, du jour où Cole Brennan s'était interposé entre elle et Jack Harper et avait changé sa vie pour toujours. Elle parla du long processus de guérison, de l'apprentissage à se voir comme une personne de valeur plutôt que comme une marchandise avec une étiquette de prix. Quand elle eut fini de parler, il y eut un moment de silence, puis la salle éclata en applaudissements. Des femmes vinrent la voir ensuite, certaines en pleurs, d'autres en colère, toutes émues par son histoire. Plusieurs lui racontèrent leurs propres histoires d'exploitation et de survie, et Évangeline écouta chacune avec compassion et compréhension. Le discours fut rapporté dans les journaux du Kansas et des États voisins. Une partie de la couverture était sympathique, louant le courage d'Évangeline et appelant à des réformes juridiques pour protéger les femmes de la servitude pour dette. Une autre partie était moralisatrice, se demandant si une femme avec son passé devrait enseigner aux enfants. Mais la plupart étaient positives et l'effet global fut d'attirer l'attention sur un problème qui avait été ignoré trop longtemps. Quand Évangeline retourna à Cimarron Springs, elle était nerveuse quant à l'accueil qu'elle recevrait, mais la ville la surprit. Un groupe de femmes de l'Église l'attendaient à la gare et elles lui présentèrent un bouquet de fleurs et une lettre signée par plus de 100 habitants exprimant leur soutien et leur admiration. Le conseil scolaire tint une réunion spéciale pour affirmer publiquement sa confiance en elle en tant qu'enseignante. Il y eut quelques familles qui retirèrent leurs enfants de l'école, ne voulant pas qu'ils soient enseignés par une femme avec l'histoire d'Évangeline. Mais ces familles étaient minoritaires. Et pour chaque enfant qui partit, 2 autres familles prirent la peine de dire à Évangeline à quel point elles l'appréciaient et à quel point elles étaient fières qu'elle fasse partie de leur communauté.
La lutte pour les réformes juridiques fut lente et frustrante, mais Evangeline s'y jeta avec la même détermination qu'elle avait apportée à tous les autres défis de sa vie. Elle écrivit des lettres aux politiciens, organisa des pétitions et prit la parole lors de réunions chaque fois qu'elle y était invitée. Cole se tint à ses côtés tout au long, fier de la femme qu'elle était devenue et reconnaissant d'être son partenaire dans la construction d'un monde meilleur. En 1900, le Kansas adopta une loi rendant illégale l'utilisation de la servitude pour dette comme forme de contrat de travail, ciblant particulièrement la pratique consistant à forcer les femmes à se prostituer pour rembourser des dettes à fabriquer. C'était une petite victoire dans une guerre beaucoup plus grande, mais c'était une victoire néanmoins, et Evangeline la célébra comme telle. À ce moment-là, James avait 19 ans et aidait à gérer le ranch à plein temps. Il était devenu un homme bien, honnête et travailleur, avec une fiancée nommée Martha, qui était la fille d'un éleveur voisin. Rose avait 16 ans et venait de terminer ses études, mais elle aidait déjà sa mère à l'école et parlait de devenir elle-même enseignante. Cole avait maintenant 51 ans, avec des cheveux gris parsemant ses cheveux sombres et des rides autour des yeux dus à des années à plisser les yeux au soleil. Mais il était toujours fort et vital, toujours le même homme qui avait offert sa main à Evangeline dans cette ruelle de Dodge City et n'avait rien demandé en retour. Ils étaient assis sur leur porche un soir de fin d'été, regardant le soleil se coucher sur la prairie qu'ils appelaient leur maison depuis plus de 2 décennies. Les peupliers bruissaient dans la brise, et quelque part au loin, un coyote hurlait son chant solitaire. Evangeline s'appuya contre l'épaule de Cole, contente d'une manière qui semblait encore miraculeuse après toutes ces années. « Le regrettes-tu parfois, demanda-t-elle doucement, d'avoir dépensé tout ton argent pour acheter ma liberté, de lier ta vie à la mienne? » Cole se tourna pour la regarder, ses yeux bleus clairs et certains. « Jamais. Pas un seul instant, Evangeline. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. T'aimer a été le plus grand privilège de ma vie. Je t'aime aussi. » Evangeline prononça ces mots, aussi vrais maintenant que la première fois qu'elle les avait dits. « Merci d'avoir vu ma valeur quand je ne pouvais pas la voir moi-même. » « Votre valeur est inestimable, » répondit Cole, faisant écho aux mots qu'il lui avait dit 22 ans plus tôt. « Elle l'a toujours été et elle le sera toujours. » Ils restèrent assis ensemble alors que les étoiles apparaissaient, 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit une vie plus belle que l'une ou l'autre n'aurait jamais pu l'imaginer. Et si leur histoire donnait de l'espoir à d'autres femmes piégées dans des situations qui semblaient sans issue, si elle inspirait d'autres à voir les êtres humains comme plus que de la monnaie ou une propriété, alors c'était un héritage qui valait la peine d'être laissé. James épousa Martha au printemps de 1901 et ils construisirent une maison à l'extrémité ouest de la propriété du ranch, agrandissant l'exploitation et perpétuant les traditions que Cole et Evangeline avaient établies. Leur premier enfant, une fille qu'ils nommèrent Evangeline en l'honneur de sa grand-mère, naquit en 1902, et tenir sa petite fille pour la première fois fit pleurer de joie Evangeline. Rose devint enseignante comme elle l'avait toujours prévu, reprenant l'école de Cimarron Springs, quand Evangeline décida de prendre du recul pour se concentrer sur son travail de plaidoyer. Elle était une éducatrice naturelle, patiente et créative, et elle apporta de nouvelles idées qui s'appuyaient sur les fondations que sa mère avait posées. En 1905, Cole et Evangeline célébrèrent leur 25e anniversaire de mariage, avec une fête à laquelle assista toute la ville. Les gens vinrent de loin pour honorer le couple qui était devenu un symbole d'amour durable et d'héroïsme discret. Il y eut des discours et des toasts, de la musique et de la danse. Et pendant tout ce temps, Cole et Evangeline se tinrent de la main et se sourirent comme de jeunes mariés. 25 ans, Evangeline s'émerveilla alors qu'ils dansaient lentement dans la salle municipale, entourés d'amis et de famille. Parfois, j'ai l'impression que c'est une vie entière et parfois, j'ai l'impression que c'était hier. 25 ans à t'aimer, dit Cole. Et je prévois au moins 25 de plus si tu veux bien de moi. Je te voudrais aussi longtemps que le bon Dieu le permettra, répondit Evangeline. Et puis je te retrouverai dans ce qui viendra après. Ils vieilliront ensemble avec grâce, leur amour s'approfondissant à chaque année qui passait. Les cheveux de Cole devinrent entièrement argentés et les mèches sombres d'Evangeline gagnèrent des fils blancs qu'elle portait fièrement. Ils devinrent grands-parents plusieurs fois, car James et Martha eurent d'autres enfants, et Rose finit par épouser un instituteur d'une ville voisine et fonda sa propre famille.
Le ranch prospéra sous la direction de James et l'école continua de s'épanouir sous la direction de Rose. Cimarron Springs passa d'une petite colonie à une véritable ville avec des rues pavées et des lumières électriques. Et Cole et Evangeline observèrent les changements avec un mélange de nostalgie et de satisfaction. Durant l'été de 1918, alors que le monde était plongé dans une terrible guerre outre-mer, Cole et Evangeline étaient assis sur leur porche, comme ils l'avaient fait des milliers de fois auparavant. Cole avait maintenant 70 ans, son corps plus lent qu'auparavant, mais son esprit toujours vif. Evangeline avait 62 ans, toujours belle à ses yeux, toujours la femme dont il était tombé amoureux dans une ruelle de Dodge City 40 ans plus tôt. J'ai pensé à ce jour où nous nous sommes rencontrés, dit Cole en prenant la main d'Evangeline dans la sienne, à la facilité avec laquelle les choses auraient pu se passer différemment. Si je n'avais pas été à Dodge City ce jour-là, si je n'étais pas passé devant cette ruelle à ce moment précis, si je n'avais pas eu le courage de m'interposer entre toi et Harper. Mais tu étais là, dit Evangeline, et tu as eu le courage. Et grâce à cela, j'ai vécu une vie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous deux, acquiesça Cole. Tout ce qui est bon dans ma vie vient de ce moment. Toi, nos enfants, ce ranch, la famille que nous avons construite ensemble. Tout a commencé parce que j'ai vu une femme qui avait besoin d'aide et que j'ai décidé de faire quelque chose. Tu m'as sauvé, dit simplement Evangeline. Non, corrigea doucement Cole. Je t'ai donné la chance de te sauver toi-même. Tout ce qui est venu après, chaque choix que tu as fait, chaque obstacle que tu as surmonté, c'était toi. J'ai juste ouvert la porte. C'est toi qui l'as franchi. Evangeline y réfléchit, au long voyage de cette femme effrayée dans la ruelle à la personne qu'elle était devenue. Cole avait raison, en un sens. Il lui avait donné la liberté, mais c'était elle qui avait décidé quoi en faire. C'était elle qui avait choisi l'amour plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir, la croissance plutôt que la stagnation. Et bien que l'acte de gentillesse initial de Cole ait rendu tout cela possible, c'est sa propre force qui l'avait fait avancer. Ils restèrent assis dans un silence confortable alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et de violet. À l'intérieur de la maison, ils pouvaient entendre leurs arrière-petits-enfants jouer. La nouvelle génération de Brennan, perpétuant l'héritage d'amour et de résilience que Cole et Evangeline avaient établi. « Je referai tout, dit soudain Cole. Chaque moment, chaque choix, chaque sacrifice, je referai tout juste pour avoir cette vie avec toi. » Moi aussi, répondit Evangeline en lui serrant la main. Même les moments difficiles, même la douleur. Tout m'a mené ici, à toi, à cette belle vie que nous avons construite ensemble. Alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus d'eux, les mêmes étoiles qui les avaient veillés pendant 4 décennies, Cole et Evangeline s'assirent ensemble sur leur porche et contèrent leur bénédiction. Ils avaient vécu assez longtemps pour voir leurs enfants s'épanouir, leurs petits-enfants grandir et leurs arrière-petits-enfants commencer leur propre voyage. Ils s'étaient aimés dans les bons et les mauvais moments, dans la prospérité et les difficultés, dans la joie et la peine. Et à travers tout cela, une vérité était restée constante. La valeur d'Evangeline avait toujours été inestimable, non pas à cause d'un prix payé ou d'une transaction effectuée, mais simplement parce qu'elle était elle-même irremplaçable et précieuse. Cole avait reconnu cette vérité dès le début, et en l'aimant, il l'avait aidé à la reconnaître aussi. Leur histoire devint une légende à Cimarron Springs et dans le territoire environnant, transmise de génération en génération comme un exemple de ce à quoi ressemblait le véritable amour. C'était une histoire de courage et de sacrifice, de voir l'humanité chez les autres, même quand la société refusait de le faire. C'était une histoire de rédemption et de seconde chance, sur le pouvoir de choisir la gentillesse plutôt que l'indifférence. Mais par-dessus tout, c'était une histoire d'amour, pure et simple, une histoire de 2 personnes qui se sont trouvées au moment parfait et ont construit une vie qui les honorait tous les deux. Une histoire qui prouvait que, peu importe à quel point le passé pouvait être sombre, l'avenir pouvait encore être radieux si l'on avait le courage de l'atteindre. Et quand Cole et Evangeline quittèrent finalement ce monde des années plus tard, à quelques jours d'intervalle, car aucun ne pouvait supporter d'être sans l'autre longtemps, ils laissèrent derrière eux un héritage qui s'étendait bien au-delà de leur famille immédiate. Ils laissèrent derrière eux une communauté qui avait appris à valoriser toutes les personnes, quel que soit leur passé.
Une génération d'enfants à qui l'on avait enseigné que les êtres humains ne pouvaient jamais être réduits à de la monnaie. Et une histoire d'amour qui serait racontée et redite aussi longtemps que l'on se souviendrait de la ville du Far West de Cimarron Springs. Leurs pierres tombales se dressaient, côte à côte, sur une colline surplombant le ranch qu'ils avaient construit ensemble. Des pierres simples qui portaient leur nom et une seule inscription qui disait tout ce qui devait être dit. Ensemble pour toujours, leur valeur inestimable.